Alors, design pattern, c'est quelque chose qui est particulièrement lié au génie logiciel. Si vous cherchez dans la littérature à définir ce que c'est design pattern, comme vient de dire Ahmed, en fait, on peut dire que design pattern, il décrit à la fois deux choses. Premièrement, il décrit un problème qui se produit fréquemment dans un environnement donné, c'est-à-dire les gens qui ont l'habitude de faire de l'ingénierie logicielle. C'est que dans leur pratique du génie logiciel, dans leurs expériences, ils rencontrent parfois des problèmes bien déterminés. Et après, par la suite, ils trouvent, on va dire, la solution la plus adéquate, la meilleure façon de résoudre un problème. Alors, quand vous trouvez généralement la meilleure façon de résoudre un tel problème, et si ce problème se produit fréquemment, ça c'est très important, si ce problème se produit fréquemment dans les applications, et bien tout simplement, donc vous pouvez le présenter comme étant design pattern. Parce qu'en fait, un design pattern, il fait principalement pour être appliqué pour résoudre un type de problème qui va se reproduire plusieurs fois dans des applications différentes. Donc, ce qui fait que, en fait, on va dire qu'un design pattern, il décrit à la fois un problème qui se produit fréquemment dans un environnement, mais également l'architecture de la solution à ce problème, de telle façon à ce que l'on puisse utiliser cette solution plusieurs fois, des milliers de fois, et c'est une solution généralement qui est partagée avec les autres pour pouvoir l'appliquer dans leur manière de concevoir les applications. Donc, on peut également dire que en fait, les design patterns, c'est une manière de décrire un succès. Alors, ça vous arrive parfois que c'est par l'expérience que vous arrivez à trouver une solution et vous supposez que cette solution-là, c'est pour vous, il a eu beaucoup de succès dans un scénario, dans l'un des aspects de l'application. Mais après, vous dites tout simplement, ce succès-là, donc je dois c'est-à-dire le partager sous forme de ce qu'on appelle un design pattern. Donc, il décrit avec succès des types de solutions qui sont récurrentes à des problèmes communs, à des situations qui sont différentes. Donc voilà, globalement, ça c'est l'idée. Donc, si vous cherchez dans la littérature, vous trouverez plusieurs définitions. Mais quand vous dites en termes génie logiciel design pattern, bon, généralement, on va voir que l'architecture de la solution à ce problème, souvent, ça se présente sous forme des diagrammes de conception. Soit des diagrammes de classe, des diagrammes de séquence. Globalement, on va voir les différents types de design pattern à ce niveau-là. Alors en fait, pourquoi en fait les design patterns, on va dire c'est quelque chose de très important pour les spécialistes du génie logiciel d'une manière générale. Alors les design patterns sont très importants parce que d'abord ils offrent une documentation d'une expérience éprouvée de conception. Alors globalement, quand vous allez commencer à concevoir vos logiciels, vous allez beaucoup parler de... Alors quand vous allez concevoir des systèmes logiciels, vous allez beaucoup parler de ces notions de design pattern parce qu'à un moment donné, vous allez présenter vos solutions sous forme de pattern. Alors par exemple, vous pouvez dire que dans mon application, j'ai appliqué le pattern commande. Là, cette partie-là, j'ai appliqué le pattern stratégie. Cette partie-là, j'ai appliqué le pattern décorateur. Et dans cette partie-là, j'ai appliqué le pattern state, etc. Donc, ça veut dire que pour pouvoir généralement documenter une expérience éprouvée, donc généralement, la meilleure façon, c'est de la documenter sous forme de ce qu'on appelle le pattern. Alors, les design patterns également, c'est une identification et spécification d'abstraction qui sont au-dessus du niveau de simple classe et instance. Alors, en fait, dans ce cours de design pattern, vous allez sentir qu'on va un petit peu, on va dire, élever notre niveau d'abstraction parce que d'habitude, pour ceux qui font du développement, qui font l'orienté objet d'une manière générale, ils vont beaucoup s'intéresser, c'est-à-dire au concept objet-classe. C'est-à-dire créer des classes, créer des instances des classes. Et parfois, ils ignorent un petit peu c'est-à-dire l'intérêt des classes abstraites, des interfaces et d'autres choses. Donc, ce qui fait que, généralement, quand vous allez travailler avec les design patterns,
Donc forcément, pour que votre application puisse s'appliquer à différents scénarios, c'est-à-dire dans différentes situations, donc il faut élever le niveau d'abstraction. Donc après, on va beaucoup parler d'un niveau c'est-à-dire un langage un petit peu plus, on va dire, plus élevé en termes d'abstraction. D'ailleurs, c'est ce que vous allez constater peut-être au début. Vous allez voir qu'il y a des choses qui sont pour vous difficiles à comprendre, parce qu'en fait, il y a des termes qu'on va utiliser, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez pratiquement, vous allez comprendre facilement et vous allez commencer à avoir ce langage-là qui concerne généralement les spécialistes du génie logiciel. Ben justement, donc, les design patterns offrent également un vocabulaire commun qui permet d'aider à comprendre les principes de conception d'une manière générale. Alors, ce qui fait que quand vous êtes dans le domaine du génie logiciel, en fait, c'est-à-dire dans ce métier-là, les gens parlent de la notion de pattern. Donc, ça veut dire que quand vous serez dans une entreprise, vous allez entendre ici, il faut appliquer le pattern stratégie. Donc, il faut comprendre ce que c'est le pattern stratégie. Il y a un autre qui va dire ici, on a une façade. Donc, dans cette partie-là, on va utiliser un décorateur. Dans cette partie-là, on va utiliser le pattern commande. Là, on va utiliser state. Là, on va utiliser tel pattern. Alors, globalement, ça, c'est un vocabulaire. Donc, ça veut dire que les gens, en fait, les spécialistes du génie logiciel, ils vont se comprendre facilement avec ce genre de vocabulaire commun en parlant des patterns. Donc, si vous voulez me présenter votre architecture de la solution, vous n'allez pas me présenter, par exemple, un diagramme de classe qui contient des centaines de classes et d'interfaces. Bon, c'est très difficile à expliquer, mais par contre, vous pouvez le décrire sous forme de pattern. Donc, c'est-à-dire, sous forme de chaque bloc, vous dites ça, j'ai appliqué le pattern observer et ici, c'est le pattern décorateur. Et pour les gens du génie logiciel, ils savent très bien. Donc, quand ils entendent, par exemple, le pattern décorateur, ils vont comprendre facilement ce que c'est le pattern décorateur. Donc, c'est un moyen de documentation de logiciels, parce que c'est facile de documenter les logiciels à travers les design patterns. Également, les design patterns vont vous aider à construire des logiciels complexes. Alors, quand vous êtes dans des grandes applications dans lesquelles vous avez des exigences fonctionnelles, mais également des exigences techniques, alors généralement, vous aurez besoin d'utiliser les design patterns qui vont vous faciliter la construction de ces logiciels qui sont complexes, hétérogènes, et pour pouvoir répondre à des spécifications bien précises. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, monsieur, c'est clair. Oui, monsieur. Ok, parfait. Bien. Alors, on va rentrer un petit peu dans les petits détails. Alors, en fait, les design patterns, vous allez voir qu'à un moment donné, il y a beaucoup de design patterns. Il y a des centaines de design patterns et c'est très difficile généralement de retenir tous les design patterns. Mais vous allez voir qu'il y a un certain nombre de design patterns qu'il faut connaître, qu'il faut savoir appliquer dans votre domaine en tant qu'ingénieur logiciel. Mais il faut dire une chose qui est très importante, c'est que tous les design patterns, généralement, sont classifiés en 3 catégories. En fait, il y a trois catégories de design patterns. Donc, il y a la catégorie création, la catégorie structure et la catégorie comportement. Alors, en fait, dans la catégorie création, on va trouver tous les design patterns qui vont faire la description de la manière dont un objet ou un ensemble d'objets vont être créés, initialisés, configurés. C'est-à-dire quoi? Dans les patterns création, ils vous montrent quelle est la façon la plus adéquate pour instancier les objets. Comment on va les créer, comment on va les initialiser, comment on va configurer les objets. Alors, vous savez que dans les applications, d'habitude, dans les applications orientées objets, à chaque fois que vous démarrez une application, vous créez des objets. Et après, par exemple, si vous travaillez avec Java, vous utilisez donc new pour créer des objets. Et vous savez que ce new-là, c'est en fait le new, on va dire, c'est l'élément le plus utilisé dans les applications orientées objets, mais c'est, on va dire, le plus dangereux. Pourquoi? Parce que si vous ne savez pas, c'est-à-dire si vous ne savez pas le bien placer, alors vous risquez de créer beaucoup d'objets en mémoire, que parfois que vous n'utilisez pas.
vous risquez de surcharger la mémoire avec beaucoup d'instances d'une classe, alors que peut-être vous avez besoin d'une seule instance ou de quelques instances. Vous risquez d'avoir des fuites mémoire et vous risquez d'avoir un grand problème au niveau de la maintenance. Alors pour vous, bien sûr, vous avez déjà quelques idées là-dessus parce qu'on a déjà l'année dernière parlé du principe du couplage faible. Comment créer une application, on va dire, fermée à la modification, ouverte à l'extension. Alors ça veut dire qu'on a déjà commencé à faire en quelque sorte à utiliser les design patterns depuis l'année dernière. En fait, maintenant on va un petit peu rentrer dans les détails. Donc on va dire que les design patterns qui font partie de la catégorie création, ce sont des design patterns qui vont s'intéresser à la création des objets. Quelle est la meilleure façon qu'on peut utiliser dans l'application pour instancier les classes? Alors, on a déjà utilisé le principe de l'inversion de contrôle, hein, c'est l'injection des dépendances. Mais également, vous avez déjà entendu parler d'un certain nombre de patterns, comme par exemple singleton. Bon, ça, c'est un pattern qui est très populaire, donc forcément, vous l'avez déjà utilisé. Donc, le plus important dans ces catégories de design pattern, c'est que c'est une manière un petit peu d'isoler le code qui permet de créer les objets et d'initialiser les objets pour rendre l'application, pour rendre donc, les objets indépendants, c'est-à-dire des évolutions futures. Alors, autrement dit, donc, c'est-à-dire que généralement, pour instancier les objets, on va isoler le code quelque part qui va permettre de fabriquer les objets. Donc, il ne faut pas mélanger en fait le code fonctionnel avec des codes qui permettent par exemple d'instancier les objets. On va essayer tout ce qui concerne l'instanciation des objets, on va l'isoler quelque part. On va le séparer de la partie. Et pour séparer donc la partie instanciation des classes, c'est-à-dire du reste du code, ben, vous aurez besoin d'utiliser quelques design patterns qui sont très connus. Alors exemple, on va voir tout ça. Abstract Factory, Builder, Prototype, Singleton, etc. etc. Alors donc tout ça, c'est en fait la partie, les design patterns qui font partie de la catégorie création. Alors ensuite, il y a les design patterns qui font partie de la catégorie structure. Alors en fait, ces design patterns vont s'intéresser cette fois-ci à la description de la manière dont doivent être connectés les objets de l'application afin de rendre indépendantes les évolutions, afin de les rendre, plutôt de rendre ces connexions, c'est-à-dire les relations entre les objets, indépendantes des évolutions futures de l'application. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez que dans un diagramme de classe, à un moment donné, vous allez commencer à lier en fait, les objets par des associations. Et si vous ne faites pas attention, parfois vous pouvez lier directement une classe à une classe et après vous obtenez ce qu'on appelle un couplage fort, parce que quand vous avez vous liez deux classes qui contiennent des traitements directement sans passer par les interfaces, donc vous avez ce qu'on appelle un couplage fort. Et quand vous avez un couplage fort, on va voir que au niveau de la maintenance, c'est-à-dire quand l'application évolue, hein, dans les évolutions futures de l'application, quand l'application évolue, on sera obligé de modifier le code source de l'application. Alors maintenant, l'idée c'est quoi? C'est que comment connecter les objets, comment connecter les classes, quel type d'association qu'on va utiliser, est-ce qu'on va utiliser la composition, est-ce qu'on va utiliser l'héritage, est-ce qu'on va utiliser quelle est la manière, est-ce qu'on va les connecter via des interfaces ou bien via des classes abstraites? Alors tout ça, la manière avec laquelle on va connecter les objets de façon à ce que l'on puisse rendre ces connexions résister aux changements, résister aux évolutions futures. Alors généralement, nous avons besoin donc de faire appel à quelques design patterns et tous ces design patterns qui s'intéressent à la structure du diagramme de classe, c'est-à-dire la manière avec laquelle on va connecter les objets. Donc c'est des patterns qui font partie de la catégorie structure. Bon, à ce niveau-là, la même chose, donc on va retrouver donc un ensemble de design patterns, notamment par exemple le pattern adapteur, composite, bridge, décorateur, façade, proxy, etc. Donc tout ça, c'est des patterns que nous allons voir. Donc chacun a bien sûr un objectif bien particulier. Alors vous voyez donc ça c'est
généralement, pour décrire les patterns de type structure, les design patterns de type structure, souvent, on va utiliser des diagrammes de classe. Parce qu'en fait, c'est avec le diagramme de classe qu'on montre les connexions entre les différentes classes, souvent. Donc, ça veut dire que dans les diagrammes, plutôt dans les design patterns de type structure, on ne va pas s'intéresser à la dynamique du système. Donc, on va s'intéresser à l'aspect statique du système, c'est-à-dire juste le diagramme, c'est-à-dire la structure statique du système à travers son diagramme de classe, mais on ne s'intéresse pas à la dynamique, c'est-à-dire au moment de l'exécution, comment les objets vont interagir. Ben justement, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a d'autres design patterns qui vont s'intéresser à la dynamique du système. Et ces design patterns, généralement, c'est les design patterns qu'on va trouver dans la catégorie comportement. Alors maintenant, les design patterns qui font partie de la catégorie comportement, c'est des design patterns qui vont s'intéresser aux interactions entre les objets. Donc, ils décrivent la manière avec laquelle on va gérer les interactions entre les objets, donc de façon à ce que l'on puisse réaliser un tel problème. Donc, autrement dit, c'est-à-dire dans ces catégories de design pattern, on va dire par exemple, cet objet-là va faire appel à la méthode d'un tel objet qui va lui retourner un objet qui implémente une interface, etc. Et comme ça, on va envoyer un message aux autres objets. Donc, globalement, dans les design patterns de catégorie comportement, on va s'intéresser à la dynamique, c'est-à-dire, généralement, pour décrire le design pattern de type... pour comprendre un design pattern de type comportement, il vous faut un diagramme de classe. C'est important parce que le diagramme de classe, il est toujours important dans un design pattern, mais il vous faut également le diagramme de quoi? De séquence. Parce qu'en fait, c'est le diagramme de séquence qui montre l'interaction entre les objets. Donc ça, c'est très important. Alors, parmi ces design patterns, on va trouver stratégie, observer, itérateur, médiateur, visitor, etc. State. Alors, tous ces design patterns, donc on va les trouver dans ces catégories-là. Et tout à l'heure, d'ailleurs, le premier design pattern que nous allons voir, c'est le pattern stratégie. Donc, on va essayer donc de voir comment ça fonctionne, avant aussi de voir le pattern observer. Alors voilà, donc en résumé, il existe plusieurs design patterns, mais tous les design patterns généralement sont classifiés en 3 catégories. Les design patterns de type création qui s'intéressent à la manière avec laquelle on va créer les objets, les design patterns de type structure qui vont s'intéresser à la manière dont les classes vont être connectées pour rendre ces connexions indépendantes aux évolutions futures, c'est-à-dire fermées à la modification, ouvertes à l'extension, c'est ça la signification. Et après, les design patterns de type comportement qui vont s'intéresser à l'interaction dynamique entre les objets des classes pour pouvoir réaliser une telle opération avec la meilleure façon. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que pour cette séquence-là, c'est clair? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas parce que les questions sont les bienvenues, surtout dans ce cours. Parce qu'il faut vraiment, il faut discuter, il faut parler. C'est comme ça que vous pouvez un petit peu sortir de votre niveau là où vous êtes maintenant, parce que il faut maintenant commencer à avoir le logiciel d'une manière un peu plus professionnelle, si vous voulez. Pas de questions? Alors, pour mieux comprendre, c'est vrai, tout à l'heure, je vous ai dit que s'il y a quelqu'un qui veut pas parler, donc qu'il lève sa main, mais a priori, quand j'utilise un seul écran, quand je projette mon écran en diaporama, donc je vois plus ce qui se passe c'est-à-dire sur la plateforme, donc je vois pas s'il y a quelqu'un qui a levé la main ou pas. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole alors que je suis en train de présenter, donc vous pouvez directement activer votre microphone et vous me dites, voilà, vous me le dites. Comme ça, je vous donne la parole. Bien. Alors, en fait, les design patterns, donc comme je disais, donc il faut déjà noter que les design patterns sont classés en 3 catégories: création, structure, comportement. Ça, c'est important. Deuxième, c'est que dans les design patterns,
il y a ce qu'on appelle la portée des design patterns. Alors en fait, il y a des design patterns qui ont la portée ce qu'on appelle classe. Il y a d'autres design patterns qui ont la portée objet, c'est-à-dire instance. C'est la différence. Alors vous savez que pour comprendre facilement ça, vous savez que dans l'orienté objet, en fait, il y a deux façons. Il y a deux façons avec lesquelles on peut réutiliser les classes. Soit par héritage, soit par instantiation. Donc parfois on peut réutiliser une classe en utilisant l'héritage. Donc on peut hériter de la classe. Après vous savez l'héritage, après il y a en fait la redéfinition de méthodes, etc. Il y a le polymorphisme, etc. Mais également on peut utiliser une classe par instantiation. Alors maintenant on va dire que tous les design patterns qui vont s'appuyer sur l'héritage, donc on va dire qu'ils ont une portée classe. Et tous les design patterns qui vont se focaliser sur l'instanciation, c'est-à-dire la composition, ben on va dire qu'ils ont une portée objet. Donc c'est un peu la différence. Donc quand on parle design pattern qui a une portée classe, ça veut dire que la focalisation se fait sur les relations entre les classes et les sous-classes. Donc c'est-à-dire c'est la réutilisation par héritage. Alors que pour la portée instance, donc on va se focaliser sur plutôt les relations entre les objets. Ça veut dire qu'on va s'intéresser à la réutilisation plutôt par composition, c'est-à-dire par instantiation. Bon, après, par la suite, nous allons voir que la majorité des design patterns, ils vont plutôt donc préférer la composition que l'héritage. Mais il y a des design patterns qui ont la portée classe, c'est-à-dire qui vont s'appuyer sur l'héritage. Et il y a des design patterns qui ont, on va dire, deux implémentations, si vous voulez. Il y a l'implémentation avec héritage et l'implémentation avec composition. Alors, maintenant, du moment que nous avons compris que les design patterns sont classés en 3 catégories et qu'un design pattern peut avoir soit la portée classe ou bien la portée objet, donc ici, donc on va s'intéresser à une classification qui est assez connue dans la littérature depuis très longtemps, ce qu'on appelle la classification Goff. Alors Goff, la classification Goff des design patterns. Alors si vous voulez Goff, c'est-à-dire Gang of Four. Gang of Four. Alors c'est quoi en fait? C'est les 4 messieurs qui ont créé cette classification depuis très longtemps. Gamma, Helm, Johnson et Vlissides. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont fait une classification on va dire, de 23-24 design patterns. Et après, on va dire que c'est les design patterns qu'il faut connaître. C'est très important parce qu'après, il n'y a pas que ces design patterns, mais il y a encore des centaines et des milliers de design patterns qui ont été créés après. Mais il se trouve que tous les design patterns qui viendront par la suite, c'est des design patterns qui vont se baser sur ces design patterns. Donc, ce qui fait que pour nous, dans un premier temps, nous allons nous intéresser à cette classification qui est très importante. Alors, comme vous le voyez ici, donc, dans la classification Goff, donc, on va trouver les 3 catégories des design patterns. Donc, vous voyez donc la catégorie création, structure et comportement. Alors, dans la catégorie création, donc, on va trouver les design patterns comme Factory Method, Abstract Factory, Builder, Prototype, Singleton. Dans la catégorie structure, vous avez des design patterns comme Adapter, Bridge, Composite, Décorateur, Façade, Flyweight, Proxy. Et dans la catégorie comportement, vous avez des design patterns comme Interpreter, Template Method, Chain of Responsibility, Command, Iterator, Mediator, Memento, Observer, State, Strategy, Visitor. Alors, bon, après, si vous comptez le nombre de design patterns, 4, 8, ici vous avez 11, là vous avez 4, 7, 8, là vous avez 8, donc 11 plus 8, ça fait 19, et là vous avez 5, ça fait au total 24. Donc dans la classification Goff, donc vous avez en quelque sorte, vous avez 23 design patterns, c'est pas 24, mais en fait, pourquoi? Parce que vous remarquez, par exemple, ici, adaptable, il est répété 2 fois. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, dans les design patterns, vous avez ici la portée.
Alors, comme je disais, donc la portée peut être soit la portée classe ou bien objet. Ça veut dire qu'il y a des design patterns, par exemple, le factory method, c'est un design pattern qui fait partie de la catégorie création. Il a une portée classe. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il va s'appuyer sur le concept de l'héritage, la réutilisation par héritage. Là, vous trouvez par exemple Abstract Factory, c'est un pattern de type création, mais il a la portée objet, c'est-à-dire qu'il va s'appuyer sur la composition. Alors, vous voyez donc tous ces design patterns, donc ils ont une portée objet. La même chose ici, la même chose là. Vous remarquez déjà que la majorité des design patterns, ils ont plus une portée objet. C'est-à-dire qu'ils s'appuient plutôt sur la composition plus que l'héritage. Et après, il y a des design patterns qui ont la partie classe, quelques design patterns. Mais après, par exemple, il y a des design patterns comme par exemple le pattern adapter. Donc, on va trouver donc une implémentation du pattern adapter qui va s'appuyer sur l'héritage et le pattern adapter qui va s'appuyer sur la portée objet, qui a la portée objet, c'est-à-dire une implémentation basée sur la composition. Alors ça, c'est une idée générale sur la classification Goff. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a une question? Question? Non? Ok. Alors maintenant, avant de passer vers l'étude des design patterns, parce qu'a priori, on va commencer à étudier donc dans chaque science. Au début, donc on ira tout doucement, parce qu'en fait, je sais d'habitude c'est un cours qui est un peu parfois difficile pour, c'est-à-dire à assimiler surtout au début si on fait pas attention. Donc, ce qui fait qu'au début, on ira tout doucement pour que vous puissiez, pour que vous soyez bien basé. Mais après, par la suite, dans chaque science, c'est-à-dire au début, par exemple, aujourd'hui, on va s'intéresser au pattern stratégie et on va l'implémenter, on va regarder, on va le comprendre, on va faire des exercices, c'est-à-dire sur le pattern stratégie. Mais après, par la suite, donc il y a d'autres patterns qu'on va étudier dans chaque science. Et au fur et à mesure, vous allez voir que dans chaque science, on peut parfois voir 3-4 design patterns. Et comme ça, on pourra traiter donc l'ensemble des design patterns. Et une fois qu'on traite les patterns, on va s'intéresser à des applications, à des exercices, des TD, à travers lesquels on va essayer donc de pratiquer l'utilisation des design patterns. Et il y a une chose qui est très importante. Moi, en fait, d'après mon expérience, bon, à chaque fois que je fais ce cours-là, bon, souvent, c'est un cours qui fait beaucoup de bien pour les informaticiens d'une manière générale. Pourquoi? Parce que c'est un cours en même temps qui viendra pour apporter plus de, on va dire, plus de dimension à vos connaissances en termes d'ingénierie logicielle. Mais également, c'est un cours qui viendra pour corriger parfois des incompréhensions. Parce qu'il se trouve que quand vous faites l'orienté objet, j'imagine que depuis l'année dernière, puis même 2 années, vous avez commencé à faire de la programmation orientée objet. Au début avec C++, après avec le langage Java. Mais il se trouvait que souvent, il y a toujours, on va dire, il y a toujours, on trouve toujours pas mal d'étudiants ingénieurs, d'élèves ingénieurs, qui ont parfois une mauvaise compréhension d'un certain nombre de choses. Bon, ce qui fait qu'avec les design patterns, donc c'est une manière un petit peu de revenir en arrière. Alors vous aurez l'intention qu'on est en train de revenir sur les bases de la programmation orientée objet. Alors ce qui fait que pour cela, donc avant de passer au design pattern, donc je vais d'abord faire quelques petits rappels sur un certain nombre de choses. Mais avant ça, d'abord, bon, d'une manière générale, pour présenter un design pattern, souvent un design pattern a un nom. Alors souvent le nom du design pattern se compose d'un mot ou 2 mots. Un pattern stratégie, pattern observer, chain of responsibility globalement. Le nom du design pattern, il lui donne plutôt c'est une manière un petit peu de définir un vocabulaire pour les design patterns. Alors pour chaque design pattern, on va présenter le problème, c'est-à-dire ce design pattern, c'est un design pattern qui va s'appliquer à quel type de problème. Donc c'est là où on va faire la description des conditions d'application du design pattern.
dans quel contexte on peut l'utiliser. Et également, on va présenter la solution. C'est-à-dire, pour présenter la solution du design pattern, souvent, on a besoin d'utiliser donc des diagrammes, soit des diagrammes de classe, des diagrammes de séquence, parfois les deux, parce que parfois, on a besoin de montrer l'aspect statique du design pattern. Donc, la meilleure façon, c'est d'utiliser le diagramme de classe. Mais parfois, on a besoin d'utiliser donc, c'est-à-dire l'aspect statique, plutôt dynamique. On utilise un diagramme de séquence. Et parfois les deux, donc c'est-à-dire on va utiliser donc le diagramme de classe et le diagramme de séquence pour montrer donc le fonctionnement du design pattern. Et après par la suite, donc pour chaque design pattern, on va présenter les conséquences. Donc, quand on parle des conséquences, il y a des avantages et des inconvénients. Alors les avantages du design pattern seront, on va les décrire parce que parfois il y a des avantages qui sont très importants pour l'application, comme par exemple rendre l'application facile à maintenir, c'est-à-dire avec le minimum de code, vous pouvez résoudre un problème, etc. Mais parfois, il y a quelques aspects négatifs, comme par exemple l'utilisation de la mémoire. Est-ce que peut-être le design pattern utilise plus d'objets qu'il en faut, etc. Donc tout ça, c'est quelques contraintes qu'on va essayer de décrire. Bien, alors revenons un petit peu, on va faire un flashback sur les concepts fondamentaux de l'orienté objet. Parce qu'en fait, quand vous faites les design patterns, ça suppose que vous avez déjà fait l'orienté objet, et ça suppose que vous connaissez les concepts fondamentaux de l'orienté objet. Alors c'est pour cela donc je vais vous rappeler quelques concepts. Donc je ne vais pas refaire le cours de la programmation orientée objet, mais plutôt donc c'est juste un petit rappel. Alors ça vous le savez, donc dans les concepts fondamentaux de l'orienté objet, donc vous avez d'abord la notion de classe, objet, héritage, encapsulation, polymorphisme. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les concepts fondamentaux de l'orienté objet. Alors, juste un petit retour sur pourquoi d'abord la programmation orientée objet a été créée. Et ça, on l'oublie. Alors, la programmation ou bien l'approche orientée objet a été créée parce qu'avant l'approche orientée objet, à l'époque, en fait, on utilisait la programmation, ce qu'on appelle procédurale. C'est donc, depuis très longtemps, la programmation orientée objet, il est venu pour résoudre pas mal de problèmes. Et après, parfois, on oublie ça. On oublie que la programmation orientée objet a été créée pour quelle raison? D'abord, c'est pour faciliter la réutilisation de l'expérience des autres. Alors, pour pouvoir réutiliser l'expérience des autres, donc ça, on en a déjà parlé l'année dernière, si vous vous rappelez, dans le principe de l'inversion de contrôle. Alors, l'orienté objet, justement, il est venu justement pour faciliter la réutilisation des codes. Alors, comment? Alors, pour réutiliser l'expérience des autres, donc vous avez en quelque sorte soit utiliser l'instanciation des classes existantes, la composition, c'est la réutilisation par composition. Alors, le terme composition au niveau des design patterns, ça ne veut pas dire forcément le terme composition qu'on utilise dans UML, parce que vous savez, dans UML, quand vous avez une association entre les classes, vous pouvez parler de association, agrégation, composition. Alors, moi, quand je vous dis composition, ça veut dire, ça peut être soit association, soit agrégation, soit composition. Voilà, donc c'est juste un terme qui est utilisé comme ça. Donc, quand vous utilisez les classes par instanciation, c'est ce qu'on appelle par composition. Alors, donc, pour pouvoir réutiliser l'expérience des autres, on peut utiliser donc les classes par instanciation, bien par composition, ou bien on peut les réutiliser pour créer de nouvelles classes dérivées, donc la réutilisation par héritage. Mais après, par la suite, dans les architectures logicielles, vous allez utiliser des frameworks. Mais quand vous regardez le terme framework lui-même, le framework derrière, les gens qui créent les frameworks, c'est des gens qui maîtrisent beaucoup les design patterns. C'est-à-dire un framework, généralement, pour pouvoir le créer, il faut utiliser pas mal de design patterns pour pouvoir créer un framework. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez d'ailleurs voir, que vous avez déjà vu en partie. Mais cette année, donc, il y aura donc, un petit projet sur lequel vous allez travailler sur un framework dans lequel on va intégrer donc, l'ensemble des design patterns. Donc, l'autre chose, c'est que la programmation orientée objet a été créée, c'est pour
créer des applications faciles à maintenir. Ça, c'est important. J'ai beaucoup insisté l'année dernière sur l'aspect maintenance. Il faudrait créer une application fermée à la modification et ouverte à l'extension. C'est-à-dire que une application, quand il va évoluer, quand il y a des nouvelles versions, si vous voulez corriger un bug, vous voulez faire évoluer l'application, généralement, il ne faut pas modifier le code source de l'application. Une bonne application, c'est une application qu'on peut faire évoluer sans avoir besoin de modifier le code source. Alors après, comment? Tout simplement, vous avez déjà une idée. C'est là où encore vous allez utiliser donc les interfaces, les classes abstraites, vous allez utiliser quelques design patterns qui vont vous permettre de créer des applications qui sont ce qu'on appelle fermées à la modification, ouvertes à l'extension, c'est-à-dire qu'on peut faire évoluer sans avoir besoin de toucher le code source de l'application. Et ça, c'est quelque chose d'important. Alors, l'orienté objet, il a été créé également aussi pour créer des applications performantes. Bon, les performances, c'est un critère technique qui est très important. En principe, améliorer les performances de l'application, ça a été toujours le défi de l'entreprise. Et donc, si vous faites l'orienté objet, vous créez une application qui ne supporte pas la montée en charge, c'est un problème. Si vous créez une application orientée objet qui est ouverte à la modification, il y a un problème. Alors, il y a également d'autres aspects techniques, notamment créer des applications sécurisées, créer des applications distribuées, ça c'est très important, parce qu'en fait, depuis très longtemps, depuis les années 90, on savait qu'on ne peut pas concentrer tous les objets d'une application dans la même machine. Alors, les différentes parties de l'application peuvent être distribuées dans plusieurs machines. Donc, ce qui fait que l'orienté objet a été créé également, c'est pour pouvoir créer ce qu'on appelle des applications distribuées. Et également, l'approche orientée objet a été créée, c'est pour séparer les différents aspects d'une application. Séparer le code fonctionnel, c'est-à-dire les aspects métiers, qu'on va garder quelque part, des aspects techniques. Par exemple, l'aspect présentation, c'est des couches à part. Donc, on va avoir une couche métier dans laquelle on écrit le code fonctionnel, mais qu'on va complètement séparer des codes de la logique présentation qui va s'intéresser à la logique présentation. Par exemple, web, mobile, desktop, etc. Mais également, il y a d'autres aspects techniques, comme par exemple tout ce qui est l'accès aux données, tout ce qui est le mapping objet relationnel. Donc, on va le garder dans une couche à part, par exemple la couche d'accès aux données. Il y a les aspects de gestion des transactions, l'aspect sécurité, le problème de distribution, montée en charge, etc. Alors, tous ces aspects techniques, généralement, c'est l'orienté objet et il est venu justement pour, bien sûr, grâce à l'approche orientée aspect, dont on a déjà l'occasion de parler et dont on va encore parler. Justement, c'est quand vous faites l'orienté objet, donc il est plus facile de séparer les différents aspects d'une application. C'est-à-dire on peut séparer le code métier des codes techniques. Le code métier à part, le code fonctionnel, mais tout le reste du code, c'est des aspects séparés à part. Chaque aspect, sécurité dans une classe, transaction dans une classe, l'accès aux données dans une classe, la sécurité, etc. Donc on va séparer les différents aspects de l'application. Après, par la suite, on peut par exemple réutiliser un tel aspect technique on peut le greffer dans une partie du code fonctionnel. Alors ça, c'est quelque chose qu'on sait faire maintenant depuis longtemps, facilement, notamment quand vous travaillez avec des frameworks qui sont basés sur le principe de l'inversion de contrôle. Alors tout ça, c'est quelque chose qui fait partie c'est-à-dire de ces objectifs. Est-ce que c'est clair? Oui, merci. Ok. Alors, on va encore revenir plus en arrière. Alors, l'héritage et composition. Alors, on sait très bien que dans la programmation orientée objet, il y a deux façons qu'on peut utiliser pour réutiliser les classes. Donc, on peut les utiliser par l'héritage et par composition, c'est-à-dire par instantiation. Alors, en fait, l'héritage qui traduit donc le terme est un, ou bien est une sorte de,
Quand vous dites par exemple un étudiant est une personne, ça veut dire sémantiquement, ça veut dire que vous avez la classe étudiant qui hérite de la classe personne. Quand vous dites un compte courant est un compte bancaire, donc c'est la classe compte courant hérite de la classe compte. Donc le terme éteint, généralement, il est associé à l'héritage. Quand vous dites éteint ou bien est une sorte de, donc ça cache en quelque sorte cette structure de l'héritage. Et après, la composition se traduit par à un ou bien à plusieurs. C'est-à-dire, quand vous dites une personne a une adresse email, ou là, par exemple, une commande possède ou bien a plusieurs produits, par exemple. Donc, quand vous avez un ou bien à plusieurs, et bien tout simplement, ça c'est plutôt une association. Ce n'est pas de l'héritage, c'est une association. Bon, vous savez, une association peut être soit une agrégation ou bien une composition, peu importe. En tout cas pour nous, donc c'est juste le terme composition qu'on va garder, si vous voulez. Alors maintenant, si vous voulez regarder bien la chose, si vous voulez, parce que ça c'est quelque chose que vous savez, il n'y a rien de nouveau. Mais si vous regardez bien comment fonctionne l'héritage et comment fonctionne la composition. Alors regardez cet exemple-là. Vous avez une classe A que je vais réutiliser par composition et par héritage. Donc, c'est-à-dire, je veux réutiliser le contenu des méthodes de la classe A en créant la classe B qui hérite de la classe A. Donc ça, c'est éteint. Ou bien, on peut utiliser on va créer une classe C dans laquelle on va utiliser la classe A mais par instantiation. Donc, vous voyez ici, donc, c'est la réutilisation de A par héritage. Et là, c'est la réutilisation de A par composition. Alors, supposons que vous avez une classe A qui est écrite comme ça. Vous avez la classe A avec des attributs V1 et V2, par exemple. V1 égale à 2, V2 égale à 3. Et vous avez une méthode. Et dans la méthode, vous retournez V1 plus V2. Donc ça, c'est la classe A. Alors maintenant, vous voulez utiliser la classe A par héritage. Donc vous allez créer la classe B, extend A. Ça, c'est l'héritage. Alors déjà, une chose qui est très importante pour les design patterns, c'est que l'héritage, c'est un couplage fort. Alors c'est un couplage fort, c'est-à-dire vous avez une liaison forte entre B et A. Donc vous avez la classe B qui hérite de la classe A. Alors, et après on va ajouter, bon ça vous savez, dans l'héritage, supposons j'ai besoin d'ajouter une variable V3 et j'ai besoin d'ajouter une méthode 2. Mais je voudrais que dans la méthode 2, je voudrais réutiliser la méthode 1 que j'ai héritée de la classe A. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais retourner, je vais afficher par exemple le message méthode 1. Alors, pour pouvoir accéder à la méthode 1 de la classe A, alors vous avez soit que vous écrivez méthode 1, donc implicitement, bon, il va chercher la méthode que vous avez héritée de la classe A, ou bien vous pouvez utiliser le terme super. Point méthode 1. Alors, c'est-à-dire, j'accède à la méthode 1 de l'objet de la classe parente. Alors, ici, donc, je vais retourner le résultat retourné par la méthode 1 multiplié par V3. Après, pourquoi j'ai écrit ici super? Parce que je vais revenir tout à l'heure pour voir tout cela à la loupe. Donc, c'est très simple. Ça, c'est de l'héritage. Vous voyez ici, donc, je viens de réutiliser la classe A parce que j'ai créé une méthode qui fait appel à la méthode 1 que j'ai hérité de la classe A. C'est la réutilisation par héritage. Alors, si vous voulez faire la même chose, je veux faire le même travail, mais par composition. Alors d'abord, si la classe A n'est pas abstraite, parce que si la classe A est abstraite, donc si la classe A est abstraite, il est clair que pour pouvoir la réutiliser, je ne peux pas l'instancier. Et si je ne peux pas l'instancier, donc ça veut dire que j'ai une seule façon de la réutiliser, c'est d'utiliser l'héritage. Alors ici, donc, supposons que A n'est pas abstraite, c'est notre cas, ça veut dire que je peux la réutiliser soit par héritage et je peux la réutiliser par composition, par instantiation. Alors pour cela, par composition, donc je vais créer la classe C. Et je sais que là, donc quand vous dites C, il est lié à A. Donc ça veut dire que dans la classe C, j'ai besoin de déclarer un objet de type A. Ça, c'est donc j'ajoute ma variable V3 que j'ai ici, elle est là.
Et là, j'ai besoin de déclarer un objet A de type A. Et après, ici, donc, si vous voulez faire de la composition, vous faites égal new A. Alors, donc vous avez ici, vous êtes en train de lier dans la classe C, je déclare un attribut A de type A. Donc, ça reflète ça, la composition. Et après, je déclare la méthode 2. Et si je regarde le code ici, donc pour pouvoir faire la même chose dans la méthode 2, je vais utiliser, donc c'est A.méthode 1. Donc, j'appelle la méthode 1 de l'objet composé, ou A, multiplié par V3. Alors, si vous regardez bien la chose, c'est presque la même chose, sauf que ici, vous avez A, vous avez un objet A dans votre classe que vous pouvez manipuler. Ici, donc, vous avez également un objet un objet de type A dans votre classe que vous pouvez manipuler, mais avec une référence qui est super. Donc, ici, on va utiliser l'instance A, et là, vous mettez le terme. Si vous ne le mettez pas, c'est implicite. Donc, vous pouvez appeler la méthode A, c'est comme si vous l'avez dans la classe P. Alors, ça, c'est typiquement quelque chose de très basique, de très très simple, mais qui est très important. Pourquoi? Parce que ça, on oublie qu'en fait, que quand dans l'orienté objet, voilà, nous avons deux solutions. Généralement, la solution qui vient en tête, il y a l'héritage et la composition. Mais si vous ne faites pas attention, parfois vous allez tomber, vous utilisez l'héritage, alors que dans le futur, si vous regardez bien votre code à un moment donné, vous allez trouver que peut-être l'héritage ici, c'est pas bon. Il vaudrait mieux que j'utilise la composition. Alors, c'est là où l'intérêt des design patterns. En fait, les design patterns, c'est que pour un tel problème, il va vous dire, là, je vais utiliser la composition, là, c'est l'héritage, là, je vais utiliser plutôt donc, un couplage faible, etc., etc. Alors, clairement, il faut noter une chose qui est très importante, c'est que quand vous utilisez l'héritage, donc c'est que vous avez un couplage fort entre les classes BA. Ça veut dire que si la classe A évolue, alors généralement, c'est-à-dire si vous avez une nouvelle version de la classe A, ben, problème. C'est-à-dire c'est-à-dire si vous avez une nouvelle version de la classe A que vous allez appeler A2, par exemple, alors forcément, si vous voulez que B utilise A2 au lieu de A, il est clair qu'il faut modifier le code source. On est bien d'accord? Oui, oui. Alors que pour la composition, il y a une solution. Alors pour la composition, si vous avez ici un couplage fort, ici directement avec la classe, ça veut dire la même chose. Si vous voulez, supposons que vous avez la deuxième version de la classe A, vous l'avez appelée A2. La même chose ici, si vous gardez ce code-là, c'est du code qui est ouvert à la modification. Ça veut dire qu'il faut modifier le code source de la classe C. C'est-à-dire, au lieu de A ici, vous mettez A2. Mais par contre, avec la composition, j'ai la possibilité d'utiliser le couplage faible. C'est-à-dire, au lieu de dépendre de la classe A, je vais dépendre de l'interface implémentée par la classe A. C'est-à-dire, pour ne pas dépendre de la classe, je peux dépendre d'une interface implémentée par la classe A si le couplage faible. Ça veut dire, c'est ça l'avantage de la composition. C'est-à-dire, dans la composition, au lieu d'être lié à une classe, je peux être lié à une interface ou bien une classe abstraite. Et quand je suis lié à une classe abstraite ou bien une interface, et bien tout simplement, je peux faire évoluer mon code sans avoir besoin de modifier le code source. Bon, ça c'est ce que nous avons appelé nous le couplage faible, d'ailleurs que je vais vous rappeler tout à l'heure. Mais il faut donc déjà, c'est juste quelques ingrédients. Donc si vous regardez du code qui est aussi basique que celui-là, ben, vous allez quand même à un moment donné regarder à la loupe. Mais si vous voulez encore voir la chose, regardez. En fait, vous avez dans ce modèle, vous voulez maintenant créer l'application. Alors quand vous utilisez l'héritage, qu'est-ce qui se passe pour pouvoir utiliser la classe B? Vous allez créer un objet B de type B égale new B. Qu'est-ce qui se passe quand vous créez un objet de la classe B? Et ça c'est très important. Quand vous créez un objet de la classe B qui hérite de la classe A, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a d'abord un objet de la classe A qui est créé. C'est-à-dire quoi? Quand vous créez un objet de la classe B, ben tout simplement,
le compilateur, ou en fait l'interpréteur, il crée d'abord un objet de la classe A, même si vous ne lui demandez pas de faire ça. Donc avec new A, quand vous mettez new B, implique d'abord new A. Il crée d'abord un objet de la classe A. Ce qui fait que vous avez un objet de la classe A qui est stocké en mémoire, qui a une adresse mémoire, dans lequel vous avez V1 égale à 2, V2, et vous avez la méthode 1. Et ensuite, il crée un objet de la classe B. Mais dans l'objet de la classe B, il va ajouter un attribut super. C'est celui que nous avons utilisé tout à l'heure. Alors, dans cet attribut-là, il va mettre quoi? Il va mettre l'adresse mémoire de l'objet A. Donc, ce qui fait que quand vous appelez la méthode 2, bon, la méthode 2, vous appelez super.méthode 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ici, supposons que vous avez redéfini la méthode 1 dans la classe B. Bon, ça veut dire ici, vous avez méthode 1 qui va rester dans l'objet A. Et vous avez ici méthode 1 qui va rester dans la classe B. C'est une redéfinition. Donc, ça veut dire que finalement, vous avez en fait deux méthodes. Alors, si vous mettez 10.méthode, bon, il va vous appeler la méthode qui se trouve dans la classe B. Si vous mettez super.méthode, il appelle la méthode qui se trouve dans la classe A, c'est-à-dire de l'objet de la classe parente. Donc, ce que je voulais dire à travers ça, c'est quoi? C'est que quand vous utilisez l'héritage, il ne faut jamais oublier une chose, c'est que quand vous avez une classe B qui hérite de la classe A, au moment de l'instanciation de la classe B, il y a d'abord l'instanciation de la classe A. Et après, l'adresse mémoire de l'objet A, elle est liée à l'objet B par composition. Parce que ici, qu'est-ce que vous avez là? Vous avez finalement un objet B qui se compose parce qu'il possède l'adresse mémoire de l'objet A. Donc, vous voyez dans l'instanciation, finalement, ça revient quoi? Ça veut dire que vous avez un objet B qui est lié à un objet A. Alors, si vous regardez maintenant la composition, ici, vous avez C égale new C, parce que vous avez ici, quand vous créez un objet de la classe C, l'objet de la classe C lui-même, il va créer un objet de la classe A. Donc, sauf que ici, vous le créez explicitement à l'objet, new. Mais dans l'héritage, vous n'avez pas quelque part ici new A. C'est implicite. C'est-à-dire que quand vous créez un objet de la classe B, ben, automatiquement, il crée un objet de la classe A et après, il va mettre son adresse mémoire dans un attribut qu'il va ajouter qu'il appelle super. Ça, c'est l'héritage. Le compilateur, lui, il fait ça. Alors, quand vous créez un objet de la classe C, donc vous allez créer un objet de la classe C. Bien sûr, quand vous créez l'objet de la classe C, il y a d'abord création de l'objet de la classe A, new A. Et après, là, vous avez une variable A dans laquelle vous mettez l'adresse mémoire de l'objet A. C'est-à-dire, vous avez ici une liaison, une composition. Donc, ce qui fait que quand vous appelez la méthode 2, dans la méthode 2, vous appelez A.méthode 1. Donc, c'est la réutilisation ici par composition et ça, c'est la réutilisation par héritage. Mais si vous remarquez bien la chose, c'est que au moment de l'instanciation, en fait, quand on passe aux objets, quand on crée les objets, il n'y a pas d'héritage. Tout c'est de la composition, que ce soit l'héritage ou la composition, finalement, ça revient toujours à la composition. Parce que c'est quoi une application orientée objet? Une application orientée objet, bon, c'est un ensemble d'objets qui sont liés entre eux. Ça veut dire quoi? Les objets sont liés entre eux, donc vous avez un objet qui possède l'adresse mémoire de l'autre objet. Et donc ça, c'est des relations entre les objets. Et du coup, donc, un objet, dans la méthode d'un objet, on peut faire appel aux méthodes d'un autre objet, parce que je connais sa référence. Donc, ici, que vous passez par l'héritage ou bien la composition, au moment de l'instanciation, vous avez toujours c'est des objets qui sont créés en mémoire, qui sont liés entre eux. Sauf que pour votre code, c'est-à-dire pour l'aspect statique de l'application, c'est différent. Pourquoi? Parce que si vous utilisez l'héritage, alors forcément ici vous êtes lié à une classe, donc là vous pouvez utiliser des concepts comme le polymorphisme, etc. ici, donc ça c'est des choses qu'on peut exploiter pour l'héritage. On peut redéfinir des méthodes, on peut faire des choses là-dessus. Mais si vous, donc ça c'est pour l'héritage. Et bien sûr ici vous avez ici un couplage fort, on va dire, c'est-à-dire c'est un système qui ne peut pas évoluer parce que ça suppose que la classe A, quand vous utilisez l'héritage, généralement, souvent quand vous avez une classe qui ne change pas. A, ça suppose que A n'évolue pas dans le temps.
Mais si vous voyez que A peut avoir plusieurs versions, la classe A peut changer dans le temps, vous avez déjà compris que l'héritage n'est pas une bonne solution. Alors que la composition, c'est quelque chose qui est de très souple. Vous pouvez faire la composition vous pouvez faire de la composition, c'est-à-dire pour des objets qui évoluent et des objets qui n'évoluent pas. Alors pour des objets qui n'évoluent pas, vous pouvez utiliser un couplage fort avec new, mais pour les objets qui évoluent, qui changent dans le temps, là on ne va pas utiliser le couplage fort, mais plutôt, au lieu d'être lié à la classe, on va être lié à l'interface ou des classes abstraites. Donc ça c'est le principe du couplage fort. Est-ce que vous avez une question à ce niveau-là? Non, monsieur, c'est clair. Très bien. Parfait. Bon, avant d'aborder donc le premier design pattern, tout simplement pour vous, bon, ça c'est quelque chose qu'on avait déjà fait, mais je le rappelle quand même. Donc, pour pouvoir justement, quand vous utilisez des classes par composition, donc quand vous avez une composition, vous avez des associations, bon, vous avez deux façons de connecter les objets. Donc, vous pouvez les connecter soit d'une manière forte ou bien d'une manière faible. Donc, et du coup, donc, on parle de couplage fort et du couplage faible. Alors, je rappelle que le couplage fort, quand vous avez une classe A qui est liée directement à une classe B, par une association, agrégation ou bien une composition, ça veut dire que dans la classe A, vous avez besoin de déclarer un objet de type B. Donc, ça, c'est de la composition. Alors, vous pouvez dire que ça, c'est du couplage fort. Couplage fort, ça veut dire que la classe A, elle est directement liée à la classe B. Par exemple, dans la méthode calcul de la classe A, je fais appel à la méthode getValue de la classe B. Ça veut dire que la classe A dépend de la classe B. S'il n'y a pas de classe B, la classe A ne peut rien faire. Et la classe A possède un couplage très, très fort avec la classe B. Alors ça, c'est au niveau fonctionnel, nous savons très bien que le couplage fort, avec le couplage fort, je peux créer des applications qui marchent bien, il n'y a pas de problème. Alors, c'est quoi le problème du couplage fort, d'après vous? Maintenance. Voilà, maintenance, exactement. Alors, le problème du couplage fort, c'est la maintenance. L'application va être fermée à l'extension. Voilà, exactement. Alors, quand vous avez un couplage fort, le problème, c'est quoi? C'est que quand la classe B évolue, par exemple, vous avez décidé 6 mois après de créer une version B2, donc vous avez une deuxième version de la classe B. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, si vous voulez que la classe A utilise la classe B2 au lieu de B, il y a problème. Tout simplement, vous serez obligé de modifier le code source de la classe A, ici. Alors, du coup, donc, vous avez une application qui est ouverte à la modification. Et une application ouverte à la modification, c'est une application qui est difficile à maintenir. Et généralement, c'est des applications qui finissent à la poubelle parce qu'à un moment donné, ils sont très délicats à maintenir. Donc ça, c'est le problème du couplage fort. Ça, on l'a déjà expliqué plusieurs fois. Et c'est quoi le couplage faible? Le couplage faible, c'est quand vous avez ici, donc on va utiliser les interfaces. Donc vous avez ici dans la classe A, au lieu de lier directement la classe A à la classe B, tout simplement, je vais d'abord créer une interface IB dans laquelle je déclare les méthodes. Et après, je vais créer B en tant qu'implémentation de l'interface A. Donc, B, c'est une classe qui implémente l'interface IB plutôt. Et après, vous avez A, au lieu de dépendre de B, il dépend de l'interface. Alors, si vous avez une classe qui dépend d'une interface, ça c'est de la composition. Mais cette fois-ci, je me compose avec une interface. Ça veut dire que dans la classe, vous allez déclarer un objet B de type IB. Alors, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que la classe A peut fonctionner avec n'importe quelle classe qui implémente cette interface. C'est-à-dire que si vous avez la deuxième version de la classe B, c'est-à-dire quand on va créer une autre implémentation de l'interface, par exemple la deuxième version de la classe B, il suffit de créer une classe qui implémente la même interface IB, et là, A peut utiliser également B2 sans avoir besoin de modifier le code source. Pourquoi? Parce que A il est lié à l'interface et non pas à la classe.
Donc, quand vous êtes lié à une interface, ça veut dire que vous avez ce que je disais tout à l'heure dans le terme de la définition des design patterns. Alors, si vous vous rappelez, ici, ça, la description de la manière dont doivent être connectées les classes, la manière avec laquelle on va associer les classes, afin de rendre les connexions indépendantes des évolutions futures. Comment résister au changement? Comment résister au changement? Résister au changement. Alors, si vous utilisez du couplage, forts, ça c'est un problème. Quand il y a une évolution, il faut modifier le code source. Et si vous utilisez le couplage fort, faible, si vous êtes lié à des interfaces, vous voyez donc ça, je peux dire que A il est connecté à B, ils sont liés, mais ils sont liés à travers une interface. Donc ce qui fait que ça peut résister au changement. C'est-à-dire que quand il y a une évolution, quand il y a une nouvelle extension, et bien tout simplement on n'a pas besoin de modifier le code source de la classe IB. Ou ça, bon, pour vous, ça ne pose pas de problème parce que vous avez déjà compris le principe, on l'a déjà pratiqué l'année dernière. Mais il y a la base, la majorité des design patterns, ils vont toujours intégrer ce concept-là. Utiliser l'interface au lieu d'utiliser dépendez d'une interface et ne dépendez pas d'une interface, et plutôt d'une classe. Ça, c'est l'un des principes de conception. Ou bien on veut déprogrammer une interface et non pas une implémentation. Voilà, ça c'est les rappels. Alors ça c'est la première partie. Alors maintenant, on va essayer donc de passer à l'étape suivante, donc pour voir le pattern stratégie. Mais avant de passer au pattern stratégie, donc je vais revenir vers vous donc pour voir si vous avez des questions.